t'en prie, ne me quitte pas. Non, c'est-à-dire que je suis malheureuse, que je souffre et que je veux continuer de souffrir parce que je veux continuer de l'aimer. Tu as tous les défauts du monde, mais je t'aime. L'homme suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Moi, je souffre. Je souffre. Et en même temps, je suis baignée dans un océan de béatitude. Mel Robbins disait « Vouloir être aimé d'une personne qui ne vous aime pas en échange est le signe d'un traumatisme d'enfance. » Est-ce que l'amour fait toujours souffrir ? Alors, je ne parle pas de relations sadomaso où on va dans les extrêmes. Est-ce que l'amour ne fait pas toujours légèrement souffrir ? Et on va même aller plus loin que ça aujourd'hui en se posant la question de est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une forme de souffrance pour être amoureux ? Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de coaching classique, elle s'adresse à la partie intelligente de mon auditoire. Ce ne sera pas une vidéo de réaction à des vidéos TikTok. Je sais que ça fait beaucoup de vues, c'est extrêmement facile à produire. J'aurais pu m'engouffrer dedans. J'ai choisi un chemin qui est résolument plus compliqué. On va parler de l'amour, on va parler d'avoir mal, on va parler de Lacan aujourd'hui. L'amour fait mal, là-dessus je vous apprends rien. Ça peut être la peur d'être abandonné, ça peut être la perte de confiance en soi quand ça se passe mal, ça peut être de la jalousie pendant la relation, ça peut être aussi la peur de ne plus être soi-même, ou la peur d'oublier ses proches, ou même sa famille, ou même ses enfants. Il y avait cette chanson qui disait « Les histoires d'amour finissent mal en général ». On arrive sur ce qui s'appelle une injonction paradoxale en amour, que vous avez peut-être vécu, et qui est peut-être une forme de malédiction dans votre vie. Tel un vampire qui aurait besoin de croquer des gens pour aspirer leur sang et pour vivre, il y a une forme de malédiction aussi en amour. L'injonction paradoxale, c'est soit je vis une relation d'amour calme, mais qui va être extrêmement fade, soit je m'engage dans une relation qui est toxique, qui sera pleine d'émotions, qui sera intense, mais qui sera aussi dans de grandes souffrances. On sent bien qu'il y a des émotions contradictoires qui cohabitent, un peu comme si c'était des vagues, qui diraient on ne peut pas avoir de bonheur dans cette vague vers le haut s'il n'y a pas une vague de tristesse ou de douleur juste après. Et typiquement, ça donnerait l'impression que ces vagues seront soit très plates, peu d'émotions vers le haut, peu d'émotions vers le bas, soit on va assister à une forme de montagne russe avec des émotions très fortes en haut, très fortes en bas. Donc des émotions fortes, contradictoires, parfois même au sein d'un même couple. C'est-à-dire qu'en gros, au début, on est enflammé, on se trouve géniaux, et puis au bout de 90 jours, on arrive sur cette espèce de calme plat qui fait que on ne retrouve plus exactement ce qu'on avait au début. Jacques Lacan disait que l'amour est très souvent lié à la souffrance. Donc en gros, ça arrive souvent, très souvent. En amour, il y aura de la souffrance, mais ce n'est pas nécessaire dans 100% des cas. Il étudie les relations entre ce qui s'appelle le désir, le manque et l'amour. Et dans toute sa théorie psychanalytique, ça va revenir. Rappelez bien vous ça dans la suite de la vidéo, désir, manque et amour. Je vais vous donner un exemple d'analyse de Lacan sur une relation amoureuse qui ne serait pas réciproque. Paul tombe profondément amoureux de Marie. Paul voit en Marie des qualités idéalisées, qui répondent à ses désirs inconscients. Cependant, Marie ne partage pas les mêmes sentiments pour Paul. Donc en gros, elle n'est pas amoureuse de lui. Pour Lacan, le désir de Paul est le désir de l'autre. En gros, il désire ce qu'il pense que Marie pourrait désirer en lui. La vidéo commence à se complexifier. Ou ce qu'il perçoit comme étant manquant chez lui. Paul, qui est fou amoureux de Marie, se dit « Si je veux que ce soit réciproque, je dois aimer les mêmes choses qu'elle, ou je dois créer une forme de désir chez elle, ou trouver ce qu'elle aime chez moi, de manière à pouvoir l'amplifier, de manière à ce qu'elle m'aime encore plus par la suite. » Cette absence de réciprocité crée une souffrance intense chez Paul, qui tente désespérément de combler ce manque par ses gestes, ses paroles et ses efforts pour venir séduire Marie. Dans le fameux « Fuis-moi, je te suis », il y a même des chances que plus Marie se désengage, plus Paul fasse d'efforts. Ça arrive donc dans une forme de cercle vicieux, où l'un des deux aime toujours plus l'autre. Dans un couple, on ne s'aime jamais exactement à la même hauteur. L'un des deux aime plus que l'autre. Il y a toujours cette espèce de décalage. Celui qui aime plus l'autre va venir s'adapter et tenter de répondre aux besoins de l'autre de manière à créer du désir. Ici donc pour Paul, il y a une souffrance. Marie ne l'aime pas. C'est ce qui va créer chez Paul, et ça peut durer pendant des années, une forme de quête incessante de quelque chose qu'il n'arrive pas à atteindre chez Marie, et donc qui crée de la douleur. Une espèce de petite douleur, encore une fois, ça peut être vu avec différentes intensités. Peut-être que cette histoire-là a lieu sur 2-3 jours, peut-être qu'elle a lieu sur 20 ou 30 ans. L'un des deux est toujours en train de courir après l'autre pour obtenir le désir de l'autre. Pour Lacan, le sujet humain est donc structuré par
par le manque. Le désir humain est le désir de l'autre, ce qui veut dire que nous désirons ce que nous pensons que l'autre désire, ou nous cherchons à être désirés par l'autre. Ce que dit Lacan, c'est qu'on a des manques dans notre enfance qu'on essaie de combler toute notre vie, et le principe même de l'être humain est qu'il n'arrive pas à les combler, et donc c'est ce qui va créer cette espèce de tension, de frustration ou de souffrance. Lacan parle également de la jouissance et de la jouissance de l'autre, comme des formes d'expérience où le plaisir est entremêlé à la douleur. À chaque fois qu'il parle de jouissance, c'est pas réellement comme on l'entendrait dans le langage de tous les jours, c'est plutôt dans le sens d'obtenir une forme de bonheur qui va aussi créer de la douleur. Une des phrases les plus connues de Lacan dit « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas ». Prenons l'exemple maximum dans une relation de dépendance affective. Je te donne le maximum d'amour que je n'ai pas en échange. Donc je te donne quelque chose que moi-même je n'ai pas ou que je ne reçois pas. En gros, on donne quelque chose qui manque et qui va devenir une source de souffrance. Donc selon Lacan, il ne s'agit pas de dire qu'il faut juste souffrir pour être amoureux, mais plutôt que amour et souffrance sont très souvent liés parce que c'est le fonctionnement même du désir. Dans un autre domaine, qui n'a rien à voir, on dit qu'il faut 17 jours pour s'habituer à une nouvelle voiture. Donc en gros, tu vas acheter une Ferrari, pendant 17 jours tu vas être le roi du monde, au 17e jour, que tu aies ta Ferrari ou ta Clio, ton niveau de bonheur est à peu près identique. Parce que tu as réussi à combler ce besoin, il n'y a plus de désir. Et donc, pour que la relation fonctionne selon Lacan, il faudrait donc que l'un des deux soit dans une espèce de souffrance, à toujours chercher à combler quelque chose et à obtenir ce qui lui manque sans jamais l'avoir. Et c'est ce qui serait donc la création d'une relation amoureuse. Léa devient jalouse de l'amitié proche que Julien a avec l'une de ses collègues. On imagine Léa et Julien en couple, Julien a sa nouvelle collègue, et ils sont très proches. La jalousie de Léa peut être vue comme la réaction à la jouissance de l'autre. Pour Léa, l'idée que Julien puisse tirer du plaisir, donc de la jouissance, de la compagnie de quelqu'un d'autre, crée une souffrance. Lacan dirait que cette jalousie découle du fait que Léa est confrontée à l'idée que Julien pourrait trouver une satisfaction en dehors d'elle, ce qui va donc échapper à son contrôle. Je ne suis pas la seule à te procurer du plaisir, une autre femme peut le faire aussi. Par plaisir, j'entends pas relation intime, j'entends vraiment te rendre heureux. Ce manque peut venir activer ou réactiver de l'insécurité, de la possessivité et du besoin de contrôle. Parce que j'ai peur de te perdre quand je vois que tu t'amuses avec elle. Voyons un autre exemple de souffrance dans le couple, c'est ce que Lacan appelle l'objet petit a, c'est ce qui va incarner le manque. C'est pas un objet tangible, mais c'est plutôt une sorte de cause de désir. Typiquement, ça peut être une forme ou une qualité particulière chez l'autre. Ça peut être un attribut physique, ça peut être le sens de l'humour, ça peut être une façon, une aisance d'être à l'oral. C'est un objet qui nous manque, c'est une chose qui nous manque et qu'on désire chez l'autre et qui fait qu'on va le trouver attirant. Dans ce cas-là, l'amour peut être douloureux parce qu'il va venir reposer sur le désir de cet objet insaisissable. Admettons que ce soit un trait de caractère, une aisance publique. Voici un exemple. Anne idéalise un trait spécifique de son partenaire, Marc. C'est son sens de l'humour. Pour Anne, cet humour, c'est l'objet petit a, c'est-à-dire une qualité insaisissable qui semble répondre à son désir profond et inconscient, qui vient probablement de quelque part dans son enfance. Au fil du temps, elle découvre que Marc n'est pas aussi drôle que ce qu'elle pensait, et il n'est pas aussi brillant. Donc en gros, la chose qu'elle cherchait chez lui n'est pas aussi vraie que ce qu'elle pensait. Quand elle découvre ceci, il y a déception, et elle finit par ne plus être amoureuse de lui. Donc on garde bien en tête que chez Lacan, manque et désir et amour sont les trois concepts fondamentaux. Après ça, on va arriver sur ce qui s'appelle agapé et éros. Il y a deux types d'amour selon lui. Il y a ce qui s'appelle éros, qui est l'amour passionné et charnel, souvent marqué par l'intensité, le désir et la souffrance. Et à l'inverse, il y aurait l'agapé, qui serait un amour qui serait plus spirituel et qui serait désintéressé. On ne cherche pas à posséder l'autre, mais plutôt à le reconnaître dans son altérité, donc dans sa différence. Lacan explique ensuite que ce sont deux tentatives de faire face à un manque, mais de manière différente. Par exemple, admettons que Sophie, donc là on parle du sacrifice de l'agapé. Sophie qui est prête à faire des sacrifices personnels importants pour son partenaire Pierre, même si cela signifie renoncer à ses propres désirs ou ambitions. Selon Lacan, ce comportement peut être vu comme une forme de donner ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a plus. Sophie offre quelque chose qu'elle perçoit comme un manque, à terme, donc sa propre autonomie ou sa liberté, pour renforcer l'amour de Pierre.
je te donne ma liberté pour que tu m'aimes plus. Cependant, parce que cet amour repose sur un sacrifice, ça va créer du ressentiment et il y a de fortes chances qu'il y ait de la souffrance dans son couple-là. Parce qu'elle sera dans une lutte intérieure entre je dois me sacrifier et lui donner plus pour qu'il m'aime, avec de l'autre côté, je me suis sacrifié pour lui et donc je lui en veux et donc je perds quelque chose qui est important à mes yeux. Ce sont différents exemples où l'amour crée de la souffrance. Dans les films, on a une espèce de vision romantique de l'amour. Comme si ces deux personnages se rencontraient, s'aimaient pour toute la vie, se sont complétés, et puis au moment où ils se séparent, ils ne sont plus que la moitié d'eux-mêmes, et c'est un espèce de drame, ils ne peuvent pas s'en remettre. Mais Lacan dit que ce sentiment de manque est constitutif à chaque amour, et surtout que la complétude parfaite est en elle-même une illusion. Alors, c'est bien Antoine, mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Tout d'abord, si on écoute Lacan, on peut dire que l'amour va rendre visible le manque. Ce qui existe déjà en chacun de nous, comme une espèce de graine qui serait déjà plantée, vient mûrir et se révéler. Le manque que j'ai dans ma vie se révèle dans mon couple. Je vais trouver quelqu'un et j'espère que cette personne va venir compenser ce manque. Il dit aussi que la souffrance n'est pas une nécessité en amour, mais qu'elle est très souvent présente. On est donc sur une espèce de confrontation et de rencontre simultanément avec l'autre, c'est-à-dire une espèce d'endroit où on mélange, où on confond amour et peine qui viennent s'entremêler de manière régulière. Alors quand tu vois ça, tu peux te dire génial, je pense que Lacan a raison, il a eu des détracteurs qui ont eu des visions qui étaient soit totalement différentes, soit complémentaires à la sienne. Pour certains, l'amour est une procédure de vérité. Pour d'autres, c'est un acte éthique. Pour encore d'autres, c'est un don inconditionnel. Pour d'autres, c'est une revalorisation de nos différences intimes. Pour d'autres, c'est une potentialité de renouvellement. Je t'invite aujourd'hui à te poser ces questions sur l'amour et sur ta propre vision. C'est parce que Lacan le voyait de cette manière que tu dois aussi le voir de cette manière. Lorsque on a des relations dans une vie qui sont toujours, je dirais pas déglinguées, mais qui sont jamais la bonne, où il y a toujours beaucoup trop de souffrance, il y a forcément une question à se poser. J'aime bien ces visions très positives et je les trouve utopiques et je trouve ça vachement chouette. D'un autre côté, je pense aussi que moi, dans ma propre vie ou dans la vie de beaucoup de mes clients, on est resté parfois, par exemple, avec les mauvaises personnes jusqu'à vivre certaines fois le pire dans une relation amoureuse. Quand tu vis le pire, tu peux te dire oui, mais potentiellement tout le monde aurait pu tomber dedans. Ce que tu peux aussi te dire, c'est que peut-être que tu es tombé dedans, que je suis tombé dedans, parce qu'il y avait déjà ces notions de manque qui nous ont fait sacrifier beaucoup trop de choses pour l'autre. D'où viennent mes manques d'enfance ? Quel est le rôle que j'attribue à l'autre et quel est le manque qu'il doit venir combler ? Parce que ça va aussi créer une dynamique d'envie et d'amour dessus. L'amour est vu par chacun à sa manière. Il n'y a pas une espèce de façon générale de voir l'amour. Si demain quelqu'un vient te voir et te dit « l'amour c'est » 3 petits points, tu peux être quasiment sûr que toute la fin de sa phrase sera fausse. À chacun de se créer sa propre vision de l'amour. Et le plus bizarre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que je suis même pas là pour critiquer ceux qui souffrent en amour, parce que selon ta façon d'avoir été éduqué et d'avoir grandi, la douleur peut être l'une des composantes de l'amour. Maintenant, si c'est quelque chose qui est totalement assumé, que c'est une petite douleur, qu'elle est rigolote, un peu comme quelqu'un qui saute en parachute, qui a une espèce de mal de ventre ou de guillis dans le ventre avant de sauter en parachute, avant de monter sur scène, donc quelque chose de positif, à cette espèce d'envie à une certaine échelle, on comprend bien qu'à petite échelle, c'est chouette, on comprend bien qu'à d'autres échelles, quand on vient perdre ta tête, ta cohérence mentale, tes amis, tes proches, ton travail, on sent bien qu'il y a un problème. Mais tout est encore une fois une question de mesure et d'intensité. Jusqu'à quelle intensité j'ai dû souffrir par amour ? À quel point mon système se met en place pour arrêter une procédure amoureuse qui me ferait du mal ? À quel point je suis capable d'en sortir ? Et à quel point aussi je viens rechercher quelque chose chez l'autre qui est positif et non pas que combler un vide qui ne serait jamais comblable. C'est un mot français, ça, comblable. Prenons le cas d'une dépendance affective. Si jamais j'ai soif, je bois de l'eau. C'est quelque chose de normal. J'ai soif, je bois de l'eau. Tout va bien et à la fin, j'ai plus soif. Si jamais maintenant, j'ai soif et que je bois 35 mètres cubes d'eau et que j'ai encore soif, il y a un souci. La dépendance affective, c'est pareil. Un dépendant affectif a besoin qu'on le rassure et qu'on lui dise qu'on l'aime. Mais quel que soit le nombre de fois où on lui dira qu'on l'aime, qu'on le rassure, ce ne sera jamais suffisant. Le manque est beaucoup trop présent, beaucoup trop intense pour que quiconque sur Terre puisse venir changer ça.
ou venir le rassasier en amour. Et après ça, pour finir, à tous ceux qui hésitent entre avoir une vie douce et calme et parfois un peu ennuyeuse, ou alors une vie déglinguée avec des vagues gigantesques, c'est comme pour le surf. Je dirais, il y a ceux qui aiment sortir leur wing dans l'eau lorsque la mer est plate, il y a ceux qui aiment lorsque les vagues sont déchaînées. Il n'y a pas forcément de jugement à avoir sur la façon dont l'autre aime et la façon dont nous on aime, tant qu'à la fin, il y a quelque chose qui est assumé et responsable et qui ne vient pas ni te détruire ni détruire tes proches. J'aime tel type de relation et c'est ça qui me va. J'aime les relations calmes. J'aime les relations qui sont parfois un peu électriques. J'aime les relations où parfois on se dispute gentiment et à la fin on va avoir un passage sur la couette qui sera assez torride. Assume ton truc, mais parce qu'on est tous différents, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Qu'est-ce que moi j'aime, vers quoi je vais? Et je pense que 2024 devrait être le temps pour chacun d'assumer à peu près le type de relation amoureuse qu'il souhaite. D'en prendre la conscience, de prendre le temps pour le conscientiser, pour le verbaliser, pour le dire à tout le monde et pour le faire accepter. Je cherche tel type de relation. Moi, c'est ça mon genre de relation qui marche, sans devoir se forcer à être dans une relation qui ne ressemble pas forcément. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un lien pour me contacter qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.